Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond, car chaque chose a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours, espère, car chaque chose a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace. Jury de thèse aujourd'hui, ce lundi 18 décembre. Alors, bienvenue à tous et à toutes, et en particulier à notre candidat doctorant Pierre-Félix Candolo. Bonjour. Je me présente pour les fins d'histoire, Stéphane Boulac, professeur titulaire ici à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Je fais brièvement un tour de rôle. À ma droite, Olivier Delat, faculté de droit de l'Université Laval, notre examinateur externe, selon le jargon. À ma gauche, mon collègue Emmanuel Darancourt, aussi professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Il me fait grand plaisir de vous présenter, bien connu, longtemps doyen, prévôt à l'Université de Montréal et maintenant recteur, président de l'Université d'Ottawa, le professeur Jacques Frémont, directeur de recherche de M. Candolo. Alors, la marche à suivre, on invite généralement pour une période de 20 à 30 minutes, ça peut être 45 aussi, le candidat à nous faire une présentation brève de sa thèse de doctorat. Suivront ensuite des questions à tour de rôle, en commençant, si je ne m'abuse, par l'examinateur externe, mon collègue Emmanuel Darancourt, le directeur Jacques Frémont, et j'aurai peut-être, pas d'échéance, c'est pas obligatoire, mais je verrai quelques questions moi-même à formuler. Ça vous convient, M. Candolo? Oui. Très bien. Alors, j'irai le micro, mais la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour la parole, Monsieur le professeur et président du jury, Monsieur le professeur membre du jury. Pour commencer, permettez-moi de vous remercier pour votre disponibilité, votre lecture et vos remarques qui m'ont permis ce jour de soutenir devant vous cette thèse de doctorat. Permettez-moi également de remercier toutes les personnes qui m'ont fait l'amitié de venir partager avec moi un des moments les plus importants de ma vie d'étudiant. La tâche qui m'incombe maintenant est celle de présenter et de défendre devant vous les résultats de recherche menés pendant 4 années de ma vie d'apprenti chercheur. Au-delà du texte que vous avez entre vos mains, il m'a fallu consacrer des efforts supplémentaires pour extraire l'essentiel de cette thèse d'un volume de 628 pages, afin de vous faire comprendre les différentes idées qui y sont contenues et les orientations que j'ai prises tout au long de mes recherches. La thèse que j'ai l'honneur de soutenir ce jour s'intitule « Réparation en droit de la personne et en droit international humanitaire, problèmes et perspectives pour les victimes en République démocratique du Congo ». Plutôt que de m'essayer à l'exercice du résumé, chapitre par chapitre, section par section, paragraphe par paragraphe de la thèse, je me propose de retracer de manière succincte l'itinéraire qui a guidé sa rédaction autour de 4 points essentiels. Premièrement, je vais vous présenter les projets qui ont animé cette recherche et leur motivation à l'origine. Deuxièmement, je vais parler de questions de recherche et retenues. Troisièmement, je vais vous parler des principaux résultats auxquels j'ai finalement abouti. Quatrièmement, je vais parler des perspectives que cette recherche ouvre et je ferai une brève conclusion. S'agissant des origines du projet et de ses motivations,
Le travail que j'ai mené est principalement une étude théorique basée sur des concepts bien connus des juristes tels que victime, réparation, droit de la personne, droit international humanitaire, qui sont analysés d'une part sous l'angle du droit international et confrontés aux règles du droit national. Ces différents concepts et tant d'autres ont été développés pour être appliqués en République démocratique du Congo. Ainsi, je suis parti des généralités de ces concepts vers leurs particularités. Mais mon désir de rédiger cette thèse, qui prend sa source de plusieurs réalités, tantôt personnelles et professionnelles, sociales, politiques et scientifiques. Des raisons personnelles et professionnelles. Je voudrais préciser que depuis plus de 25 ans, j'ai exercé la profession d'avocat au barreau de Lubumbashi en République démocratique du Congo et depuis bientôt 9 ans maintenant, je suis inscrit sur la liste des conseils auprès de la Cour pénale internationale. En parallèle à cette carrière de plaideur des intérêts des victimes, je suis activiste des droits de la personne, œuvrant au sein de plusieurs organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine de lutte contre les violations des droits de la personne en République démocratique du Congo. À ces titres respectifs, j'ai donc conduit des grands procès des crimes internationaux, négocié et participé à des arrangements tendant à la réparation des victimes dans mon pays. Aussi, je suis enseignant du droit international des droits humains dans les facultés de droit des universités congolaises. Cette triple identité d'un professionnel de l'ordre, d'enseignant et d'activiste des droits humains dans mon pays m'a permis de découvrir les difficultés des victimes en général et les victimes de violations du droit de la personne et ou du droit international humanitaire en particulier, et de m'interroger face aux souffrances constatées qu'endurent ces dernières sur les mécanismes qui peuvent être mis en œuvre pour répondre efficacement à leurs besoins. Personnellement, cette triple identité a également influencé sur mon désir de recherche et a fortement orienté ces dernières dont la majeure partie porte sur les droits de la personne. Des raisons liées aux réalités sociales. Cette recherche est faite face et tend à déconstruire l'idée dangereuse et très répandue en République démocratique du Congo, celle de faire croire que les violations des droits de la personne et ou du droit international humanitaire, surtout lorsqu'elles sont commises par l'État ou par ses organes, ou surtout lorsqu'elles sont commises dans un but politique, ne sont pas réparables ou tout au moins difficiles à obtenir réparation. Ce travail constitue donc une arme importante pour les victimes et fournit à la société tout entière les outils nécessaires pour affronter les responsables de ces violations quant aux intérêts civils. En plus, il contribue au renforcement des droits des victimes et de la paix sociale, ainsi qu'au rétablissement d'un état de droit qui, lui, passe également par une meilleure mise en œuvre de la politique de respect des droits fondamentaux et de l'effectivité des droits des victimes. Des raisons scientifiques. Du point de vue scientifique, la recherche menée fournit les éléments d'analyse du système de protection des droits de la personne et du droit international humanitaire, tant au plan universel et africain qu'au plan national congolais. Elle analyse et développe les différents mécanismes et les formes de réparation existants et présente les méthodes d'établissement des responsabilités, ce qui permet de renforcer l'efficacité et l'effectivité des droits et libertés fondamentaux, ainsi que l'étude sur les réparations en cas de violation de ce droit. Des raisons liées aux réalités politiques congolaises. La motivation du choix de la République démocratique du Congo comme principal ressort territorial de mes recherches est liée à des crises multidimensionnelles et complexes qui font de ce pays un cas particulier parmi tant d'autres. Ces crises, qui ont occasionné des victimes innombrables selon les rapports des Nations Unies et ceux des organisations non gouvernementales, sont pour la plupart liés à des buts purement politiques, ce qui rend difficile la question des réparations. En effet, la lutte pour la conservation du pouvoir politique ou pour l'accession à ces derniers, même en dehors des textes constitutionnels et légaux, est un élément principal déclencheur des violations connues dans l'ensemble du territoire national. À l'intolérance politique s'ajoute la dimension géographique du pays, les données historiques et les potentialités économiques envieuses et mal desservies. Estimées à plus de 8 millions de morts en République démocratique du Congo, sans compter les blessés, les pertes de propriété, les massacres et d'autres violations connues depuis la colonisation, en passant par la période dictatoriale, les guerres civiles et les troubles politiques pré- et post-électoraux,
ont poussé le journaliste américain Adam O'Shield à qualifier ces violations d'holocauste oublié, alors que Thomas Turner les qualifie de demi-holocauste du XXe siècle. Devant cette situation calamiteuse que traverse la République démocratique du Congo dans le domaine des violations des droits de la personne, les thèmes abordés dans cette thèse viennent me considérer dans quelque chose qui m'est fondamental: la lutte pour le respect des droits de la personne et pour la protection des intérêts des victimes. Et c'est avec plaisir et passion que j'ai accepté d'endurer, mieux de passer ces 4 années de recherche, loin de ma famille, au sein de cette plus grande université francophone au monde, et d'y avoir trouvé un guide capable et internationalement accepté qui a orienté mes recherches et que je me permets d'ores et déjà de remercier très sincèrement. J'ai cité M. le recteur Jacques Frémont, qui, malgré ses fonctions trop absorbantes, a su s'en séparer pour se consacrer à lire et à commenter cette thèse du début à sa fin. Comme toute recherche, la présente suscite un certain nombre d'interrogations, toutes animées par le souci de rechercher et de trouver des solutions efficaces et permanentes au phénomène de violation des droits de la personne et du droit international humanitaire. La question principale de recherche. À l'origine, les questions posées s'articulaient autour de la problématique victime et réparation. Ces deux notions, différentes par leur signification mais intimement liées l'une de l'autre, connaissaient alors un réel succès dans les travaux de l'ensemble des sciences sociales. Et leur liaison, analysée sous l'angle juridique, me semblait permettre de mettre 2 types de questionnements à l'épreuve. Une question principale et d'autres questions que j'ai appelées des questions subsidiaires. D'une part, il me fallait établir les liens entre victimes et réparation, entre responsables et victimes. D'autre part, il me fallait déterminer le droit qui, une fois violé, déclencherait l'antagonisme entre auteur et victime, en suscitant l'évidence d'une entente ou d'un combat judiciaire entre responsables et victimes, et en envisageant des pistes de solutions efficaces qui ne préjudicieraient plus l'une ou l'autre partie dans le conflit. Ces préoccupations qui guidaient le projet à l'origine ont depuis été largement transformées en suivant une méthodologie consacrée, comme je l'ai démontré dans ma thèse. En effet, le développement de ma thèse a démontré plusieurs problèmes constituant nombreuses difficultés qu'éprouve la République démocratique du Congo quant à la mise en œuvre effective d'une politique de réparation des victimes de violations des droits de la personne. Pour résoudre ces problèmes et trouver solution à ces difficultés, une série d'interrogations se posent. Mais la principale interrogation est celle qui consiste à savoir pourquoi les victimes, directes ou indirectes, de violations ordinaires ou massives des droits de la personne et ou du droit international humanitaire en République démocratique du Congo n'obtiennent-elles pas, individuellement ou collectivement, une ou des réparations pour les préjudices subis? Le cloisonnement de cette question principale permet d'identifier d'autres séries de questions que je qualifie de subsidiaires. Toutefois, cette question principale m'a paru avoir la capacité d'englober les différents aspects contenus dans la thèse. Ces réponses m'amènent à présenter 2 dimensions importantes de ma recherche. La première est celle qui m'a permis d'analyser, selon le droit international, les différentes péripéties théoriques qui vont de la notion de la victime jusqu'à celle des réparations, en passant par le processus pour aboutir à cette dernière. La seconde m'a permis d'examiner les divers problèmes spécifiques qui se posent dans le cas particulier des victimes en République démocratique du Congo. Les résultats obtenus à l'issue de ma recherche et que je voudrais développer ci-dessous dépendent de ces 2 principales dimensions. Les interrogations que je me suis posées, suscitées par les soucis de bien appréhender la problématique de cette recherche, ne trouvent certes pas de réponse prédéfinie. Les recherches menées conduisent à des pistes qui, selon les orientations et les réadaptations, dépendent d'un chercheur à un autre et d'une discipline à une autre. Mais les pistes que j'ai exploitées et qui m'ont conduit aux résultats que j'ai obtenus ont démontré qu'il y avait matière à penser, matière à travailler et matière à écrire. S'agissant des principaux résultats de recherche que j'ai obtenus, outre l'introduction et la conclusion générale, les orientations et les réadaptations qui développent les réponses aux questions que je me suis posées articulent l'analyse de cette thèse en 2 parties.
La première permet de démontrer, de déterminer le processus qui part du statut de la victime à la réparation. Et la seconde décrit les problèmes et dégage les perspectives pour construire une justice de réparation dans un État type qu'est la République démocratique du Congo. Chacune de ces deux parties contient 3 chapitres, soit 6 au total, et chaque chapitre a été divisé en 3 sections, soit 18 sections dans l'ensemble. Le premier chapitre a déployé les différents concepts de recherche qui ont contribué à la construction du sujet de cette thèse. Il s'est agi de développer les concepts tels que les droits de la personne, les droits internationaux humanitaires, la victime et les réparations. Le deuxième chapitre a déterminé le processus pour obtenir réparation. Pour cela, j'ai identifié les différents droits protecteurs de la personne, le processus de réparation à travers les mécanismes alternatifs. Je dégageais les limites du droit des victimes au recours et les différents obstacles qui peuvent anéantir la procédure de réparation. Le troisième chapitre se penchait sur le processus d'établissement des responsabilités dans la procédure de réparation. L'État, l'individu et les acteurs non étatiques ont été identifiés comme débiteurs en réparation. Le quatrième chapitre, qui est le premier de la deuxième partie, a dégagé l'état des lieux et les différents problèmes défavorables à la justice de réparation dans les cas de violation en République démocratique du Congo. C'est dans ces chapitres que j'ai d'abord présenté la République démocratique du Congo et les différents droits de la personne qui sont contenus dans les textes de loi. Ensuite, je décris les formes et diverses violations des droits de la personne et ou du droit international humanitaire qui se sont commises depuis 1960, date de l'accession à l'indépendance, jusqu'à nos jours. Enfin, j'ai analysé les techniques de réception en droit interne des normes internationales relatives aux droits en réparation en République démocratique du Congo. Le cinquième chapitre a été centré sur les systèmes qui défavorisent les réparations en République démocratique du Congo. Parmi ces systèmes défavorables, je citais le cadre juridique inadapté, les déficits du système judiciaire et l'impossible exécution des décisions judiciaires en matière de réparation contre les personnes morales de droit public. Le sixième et dernier chapitre est celui par lequel j'ai imaginé des perspectives pour construire un système approprié de réparation. Je préconisais ici, dans le premier temps, la nécessité de création et ou de la mise en place d'une juridiction spécialisée et permanente des droits de la personne. Dans le deuxième temps, je démontrais l'importance de promulgation d'une loi d'indemnisation et d'aide aux victimes, ainsi que l'institutionnalisation du fonds au profit des victimes. Dans le troisième temps, j'ai clarifié sur l'urgence de remise en cause de certains principes généraux du droit, encore d'application dans les systèmes juridiques internes et congolais et devant les juridictions, alors qu'ils ne sont plus conformes au droit international des droits de la personne. J'ai retenu entre autres les principes comme nul ne plaide par procureur, comme criminel tient les civils en état, comme sort de la victime après acquittement du criminel par le juge pénal, et comme le principe de la responsabilité de la victime pour sa propre faute. Pour l'ensemble de ces résultats, mes recherches ont été basées et ont développé l'ensemble des normativités internationales constituant le soubassement du droit des victimes en réparation. Parmi elles, je peux vous citer notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes des violations flagrantes du droit international des droits de la personne et des violations graves du droit international humanitaire, du statut de Rome de la Cour pénale internationale, le projet d'article adopté par la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites et j'en passe. Plusieurs autres instruments juridiques ayant un caractère tantôt général, tantôt spécifique, ont fait également l'objet d'analyse. En droit interne des Congolais, la Constitution du 18 février 2006 a constitué le texte de base sur la protection des droits de la personne. Face aux différentes difficultés constatées dans le chef des victimes, dans leurs efforts d'obtenir réparation, mes recherches ont ouvert la voie à des perspectives conçues pour construire un système approprié de réparation en République démocratique du Congo. Cela m'amène à vous parler du quatrième point de mon résumé sur les perspectives que cette recherche ouvre. La République démocratique du Congo fait partie des États en déliquescence
car elle connaît l'une des pires tragédies humanitaires mondiales de ce début du millénaire. Elle est un pays de calamités, de chaos, de confusion, de guerres, d'anarchie et de violations sans scrupules des droits de la personne. Mais elle est un vaste laboratoire de développement où se rencontrent de nombreux problèmes dont il faut chercher des solutions pour chacun. Ainsi, pour les victimes particulièrement, des efforts entrepris à l'issue des guerres et dictatures n'ont pas réussi à répondre à leurs préoccupations. Ces efforts se sont traduits par une vaine tentative de mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle, comme la création de la Commission Vérité et Réconciliation, le Tribunal pénal international ou les chambres spécialisées pour la République démocratique du Congo et l'Observatoire national des droits de l'homme. Face aux difficultés que connaît ce pays et aux différents problèmes que rencontrent les victimes pour obtenir réparation, j'ai donc réfléchi et conçu un modèle de mécanisme et de procédures judiciaires pour construire un système approprié qui puisse permettre la participation de toutes les couches de la société dans le processus. Ainsi, en amont, après avoir rejeté l'idée de la justice transitionnelle, j'ai réfléchi sur la nécessité de créer un tribunal spécialisé et permanent des droits de la personne. Cette idée est basée sur le constat de l'échec des juridictions classiques et de la justice transitionnelle de rendre justice aux victimes. Même si les réalités sociales de la République démocratique du Congo sont différentes de celles du Québec, le modèle de cette juridiction est inspiré du tribunal des droits de la personne existant au Québec depuis le 10 décembre 1990, qui a fait ses preuves dans le domaine de sa compétence. Mais en tenant compte de la gravité des violations des droits de la personne en République démocratique du Congo, le tribunal proposé devra, selon les adaptations à faire, être différent de celui existant au Québec quant à sa compétence matérielle. Il sera différent des tribunaux classiques nationaux parce qu'il devra être hors des questions des immunités ou des privilèges juridictionnels qui font échapper certains responsables des poursuites judiciaires. Il se différenciera enfin des tribunaux pénaux internationalisés, spécialisés, mixtes ou hybrides par son caractère permanent et son étendue sur l'ensemble du territoire national. J'ai également proposé que soient adoptées des lois nationales portant respectivement sur l'indemnisation et l'aide aux victimes, sur les fonds au profit des victimes et sur l'indemnisation publique. Cette loi spéciale devra définir clairement les statuts de la victime et l'effectivité des modes de réparation conformes au droit international des droits de la personne. Elle servira de base juridique pour les tribunaux et pour le fonds au profit des victimes dans le processus d'évaluation des préjudices et d'indemnisation. Après avoir obtenu que certains principes généraux du droit qui sont d'application en RDC ne sont plus conformes aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de la personne, j'ai proposé la suppression pure et simple du principe nul ne plaide par procureur et son remplacement mutatis mutandis par l'acceptation de la procédure des actions collectives ou des recours collectifs des victimes. Aussi, dans le but d'accélérer la procédure de réparation, je proposais que le principe criminel tient les civils en état, qui constitue à ce jour un autre obstacle au bon déroulement de la procédure civile, soit légiféré et modifié selon le modèle français développé dans cette thèse. En aval, après avoir constaté la perversion des relations sociales qui existent entre les différentes ethnies et entre le politique et la population, je proposais de faire recours à des programmes de justice restauratrice dans le règlement du contentieux de réparation des victimes. Ce mécanisme institutionnel et alternatif a été retenu comme capable de remédier aux préjudices qui vicient généralement les rapports sociaux entre les auteurs de l'acte délictuel et ceux qui en souffrent, sans que ces derniers ne subissent la lourdeur de procédure qu'exige la justice classique. À l'issue de ces résultats, deux questions restent posées. Pourquoi les institutions actuellement en place n'ont-elles pas réussi à réparer les victimes de violations du droit de la personne et du droit international humanitaire en République démocratique du Congo? La deuxième, peut-on affirmer qu'en mettant en place les propositions que j'ai faites ci-dessus, les victimes auront accès à la justice de leur réparation? À mon humble avis, tout est fonction de la volonté politique de tout un peuple. Avec la volonté politique, je suis convaincu que les mécanismes proposés répondront mieux aux aspirations des victimes de violations des droits de la personne. Cela demande également l'implication des victimes, des différents acteurs impliqués,
sans oublier les différentes associations de défense des intérêts des victimes dont la mise en œuvre par l'État de toute politique de réparation. Monsieur le Président du jury, Messieurs les professeurs et membres du jury, pour conclure, je suis bien conscient qu'il reste un travail à parfaire. D'ailleurs, avec la lecture qui a suivi le dépôt de ma thèse, j'ai retrouvé quelques coquilles que j'ai déjà pris le soin de corriger avant et après avoir été mis au parfum des remarques très pertinentes du jury. Au-delà de cette thèse, d'autres champs d'investigation peuvent être nombreux. D'autres dimensions plus élargies peuvent être envisagées, notamment celles consistant au recrutement des données de terrain aux fins d'obtenir la vision et la volonté des victimes, celles de l'État, des organisations internationales et des organisations de la société civile relativement au mode, aux mécanismes, au processus de réparation pour violation des droits de la personne et du droit international humanitaire en République démocratique du Congo. Les portes restent donc ouvertes pour de telles dimensions. Toutefois, je voudrais dire combien cette aventure intellectuelle me semble, à bien des égards, faire écho au parcours des victimes de violations des droits de la personne et du droit international humanitaire. Moi-même, tout en aspirant et en revendiquant une vraie indépendance des pensées, j'ai dû faire face, au fil des années, à de multiples contraintes méthodologiques, intellectuelles et personnelles. Ainsi, ma recherche, aujourd'hui individuelle, voudrait se retrouver, au fil des ans, en train de prendre une dimension puissamment scientifique et collective. En espérant que cette présentation pourra éclairer mon propos et ma démarche, je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions et à vos remarques. Je vous remercie. Monsieur Candolo, d'entrée de jeu, je me dois de vous féliciter à plein d'égards. Évidemment pour votre programme de 3e cycle, pour la thèse, mais aussi, et là je parle vraiment à titre de président des délibérations aujourd'hui, de votre discipline. Vous en êtes tenu aux 30 minutes données pour votre présentation. Nous tenterons de faire la même chose, se limiter à tour de rôle dans une ronde de questions à la vingtaine de minutes suggérées, suivant les règlements de la faculté des études supérieures et postdoctorales. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au professeur Olivier Delatte, l'examinateur externe pour votre thèse. Monsieur Delatte. Merci, Monsieur Candolo. D'abord, je tiens à vous féliciter, car votre directeur vous l'a probablement déjà dit, mais à mon avis, la principale qualité d'une thèse de doctorat, c'est qu'elle soit terminée. Ceci étant, c'est un aboutissement, et quel que soit ce qu'on vous dit, il y a, et votre présentation montre bien, un achèvement pour un autre repos. Je souhaite, je forme le vœu que votre parcours professionnel, par cette thèse, vous permette, je dirais, d'aller plus loin dans vos ambitions pour la RDC. Je vous ai fait un rapport où j'ai souligné les points forts et les points qui me poser quelques questionnements, quelques interrogations. Je n'y reviendrai pas. Ils sont dans le rapport. Vous les avez lus. Et je préfère maintenant passer plutôt dans une discussion de chercheur à chercheur sur ce que vous avez fait. Alors, je vous ai bien lu et la première question qui me vient en tête, c'est les propositions que vous faites. Je parle essentiellement de la proposition institutionnelle. Ma première question, c'est, je n'ai même pas besoin de la poser, c'est est-ce que vous considérez que la RDC est un état de droit? Et vous, mon lapsus en dit long, mais en vous écoutant sur les points qu'il y a, les violations considérées, au-delà de l'apparence, que vous considériez la RDC comme respectant les fondamentaux de ce qu'on exige pour être qualifié d'état de droit.
Alors vous comprenez bien que sur votre réponse, j'ai une deuxième question qui vient derrière, bien évidemment. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous ai bien suivi, vous me demandez de savoir si je considère que la RDC n'est pas un état de droit. Non, je vais faire un lapsus, peut-être devançant, mais non, est-ce que c'est ou non un état de droit? Je vais préciser ma réponse, on ne va pas jouer au jeu du chat et de la souris, mais vous faites des propositions, et à mon avis, elles sont très méritantes. Du point de vue théorique, vous avez parfaitement raison, notamment la partie sur les législations que vous proposez, et vous proposez aussi des modifications institutionnelles. Et je m'interroge, comment ces propositions peuvent-elles fonctionner si on part du principe que la RDC n'est pas un état de droit? Autrement dit, comment peut-on considérer que ceci va pouvoir être mis en œuvre? Oui, merci beaucoup pour la question. Dans ma thèse, et suivant les recherches que j'ai menées, je fais ces propositions et j'ai annexé un élément très important dans mes propositions, c'est un élément lié à la volonté politique. Fait par rapport à des textes constitutionnels, par rapport à des lois, et comme je l'ai développé dans ma thèse, la République démocratique du Congo formellement accomplit les conditions d'un état de droit. D'ailleurs, elle vient d'être entrée au Conseil des droits de l'homme, comme membre du Conseil des droits de l'homme, malgré toutes ces violations-là. Mais comment ces institutions que je propose peuvent fonctionner? J'ai dit, je venais de dire tout à l'heure, que tant que le politique n'a pas la volonté de mettre en œuvre les mécanismes, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'au fait, dans tout ce qu'on a constaté, c'est que en matière de violence,